score. Oui, c'est pour ça. Chaque fois que j'entends ça, on est petit alors. Eh ouais. On va discuter finalement. Ah bah oui. Rebonjour, si vous êtes toujours là, merci. Pour celles et ceux qui sont arrivés, s'il y en a qui sont arrivés entre temps, car c'est le dernier. On va continuer avec, pareil que ce matin, 3 présentations. Une va être à distance, 2 sur place. Et ensuite, on va avoir une table ronde. Et après ça, il y aura un moment, si vous avez encore, encore de la nourriture derrière. On pourra rester, surtout le but c'est de rester, de discuter si vous avez le temps et que vous le souhaitez. D'accord ? Ok, merci Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Sarah Alaoui. Je suis professeure en interaction humain-machine à l'Université des Arts de Londres, au Creative Computing Institute. Je m'excuse d'office parce que mes slides sont en anglais, mais je vais parler en français. J'ai traduit toutes mes notes, donc normalement je serai capable de tenir cette présentation en français. Voilà. Donc tout d'abord, j'aimerais peut-être situer de quelle position je vais parler. Donc moi-même, je suis artiste chorégraphe et danseuse et chercheuse en interaction humain-machine. Et je vais parler de comment l'IA intervient dans des contextes créatifs, suivant différents cas d'études, mais ça va être situé de l'intérieur, c'est-à-dire soit à travers des interviews avec des artistes concernés, soit à travers ma propre pratique en tant qu'artiste chorégraphique qui développe et utilise des technologies d'intelligence artificielle dans le contexte de la création. Aussi, j'aimerais définir ce que j'entends par l'IA avant de commencer, à essayer de comprendre comment elle affecte les artistes ou comment elle affecte le craft ou le processus créatif. D'une part, l'IA, j'entends par là un ensemble de techniques computationnelles qui visent à accomplir des tâches autant cognitives que sensorimotrices de haut niveau, telles que par exemple la reconnaissance vocale, l'apprentissage de jeux, la génération de mouvements, etc. Et en particulier dans cette présentation, j'appellerai IA des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'apprendre à partir de données et qui peuvent générer de nouvelles données qui ressemblent ou extrapolent ou interpolent à partir de ces données utilisées dans l'apprentissage. Et en général, actuellement, quand on parle d'IA ou dans pas mal des études que je vais présenter là, on parle vraiment de techniques d'apprentissage profond et génératif. Donc évidemment, je vais parler de danse et de performance puisque c'est de là que je viens moi-même, mais j'ai aussi 2 autres cas d'études sur lesquels je me suis penchée, donc les arts visuels à travers ma collaboration avec Baptiste Caramio et le photojournalisme à travers un doctorant que je supervise qui lui a une pratique de photojournalisme et de photographie documentaire et qui travaille vraiment sur les enjeux spécifiques à cette pratique-là. Et l'idée de ces études-là, c'est vraiment de démystifier d'une certaine manière les récits dominants actuels qui tendent à introduire l'IA comme aidant aux pratiques créatives pour des tâches complexes que la technologie est capable d'effectuer et qui étaient auparavant réservées aux humains seulement. Donc, par exemple, on voit beaucoup des discours autour de l'IA qui aide ou contribue à l'escalade de la créativité, où n'importe qui peut écrire comme Shakespeare, composer comme Bach ou peindre comme Van Gogh. Donc, l'idée derrière toutes ces études-là, c'est de savoir comment les artistes qui se positionnent vraiment professionnellement comme des artistes s'approprient ou s'accaparent ces technologies-là, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils l'aperçoivent, etc. Et donc, la première étude dont je vais parler concerne les arts visuels et graphiques, où on a effectué un ensemble d'entretiens avec des artistes qui se disent AI artists, donc des artistes de l'IA. C'est des précurseurs dans ce domaine-là qui ont commencé bien avant l'apparition de modèles massifs ou de systèmes comme Stable Diffusion ou DALL-E.
C'est des artistes qui bidouillaient eux-mêmes, on peut dire, leurs propres modèles, qui les entraînaient eux-mêmes, et qui passaient beaucoup de temps à manipuler vraiment des données complexes et des algorithmes complexes pour créer des œuvres artistiques. Notez que cette étude a été faite en 2020 et qu'elle a été publiée en 2022 et que dans le temps, donc il n'y avait pas tous ces softwares qui étaient vraiment mainstream comme Stable Diffusion, etc. Et donc tous les artistes qu'on a interviewés développaient leur propre réseau antagoniste génératif, ce qu'on appelle des GAN, et les entraînaient avec leurs propres données. Ça a beaucoup changé en 4 ans. Donc la technologie a énormément changé, le contexte a énormément changé, et avec ça est apparue toute une nouvelle génération de AI artists qui n'existait pas en 2020. En gros, 4 ans dans le domaine du numérique ou dans l'IA, c'est un millénaire en gros de développement et de changement contextuel, quelque part. Donc on fait actuellement une autre étude qui fait la suite de cette étude-là avec cette nouvelle génération qui travaille surtout avec des modèles beaucoup plus opaques. On a réinterviewé toutes ces personnes-là, mais on est toujours en phase d'analyse de données. Donc, je présenterai plutôt l'ancienne étude, à savoir publiée en 2022. De la même manière que pour les arts visuels, je vais parler de photographie. On peut dire que c'est un peu un cas particulier. Ici, on a examiné le photojournalisme parce qu'il y a vraiment des enjeux très, très particuliers dans la production d'images, dans le photojournalisme, et surtout une sensibilité à reproduire une certaine réalité et à générer des narratifs ou des histoires liées à une réalité donnée ou à un contexte donné ou à une information donnée. Mais l'IA a énormément d'impact dans ce domaine-là. On peut voir aussi d'ailleurs vraiment l'apparition d'images mainstream dans ce domaine-là. Par exemple, Pseudomania, qui a été généré par de l'IA de Boris Eldagsen à droite et qui a remporté le prix de la catégorie créative au Sony World Award Photography. La photo numérique de Miles Astray, Flaming Gone, qui remporte 2 prix dans la catégorie IA des 1839 Awards. En tout cas, il y a une pratique qui commence à être vraiment développée et qui commence un peu à poser des questions ou à poser des risques à l'intégrité, disons, de tout le domaine du photojournalisme. Et c'est ce à quoi on va essayer, ce sur quoi on va se pencher dans cette étude-là. Dans la danse et la performance, j'examine donc le domaine de la danse et de la performance. C'est un cas aussi très particulier où finalement les algorithmes sont beaucoup plus éparses parce que ça ne se base pas sur de la génération basée sur du prompting, mais plutôt des modèles génératifs de génération de mouvements à partir de motion capture. Ça, c'est l'état de l'art actuel. Donc l'utilisation de ces modèles reste très très marginale et menée par des duos généralement d'artistes et d'ingénieurs. Et les enjeux sont complètement différents à ce niveau-là. Ce ne sont pas des enjeux nécessairement liés à une représentation de la réalité, mais plus des enjeux liés à des corporalités possibles que l'IA permet ou pas. Et enfin, je voulais très rapidement parler de là où l'IHM s'est énormément penché sur l'IA, ou le design d'interaction, donc l'IHM qui est mon domaine de recherche. L'intérêt principal qu'on voit à une très très grosse partie de la littérature actuelle se base sur le potentiel de l'IA à générer à travers des modèles basés sur le langage, à aider à la conception par exemple d'interactions, à générer des scénarios pour l'expérience utilisateur. Il y a eu un ensemble de papiers sur la capacité spéculative des IA et comment on peut utiliser ça pour futuring, c'est-à-dire générer des scénarios possibles ou des scénarios dystopiques, etc. Il n'existe pas énormément d'études en IHM sur les pratiques artistiques, visuelles, photographiques, de danse
soit qui utilisent ou qui challenge l'utilisation de l'IA. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est 3 ou 4, un peu plus, études que je vais présenter se présentent. Donc, le premier papier dont je vais parler, c'était un papier que j'ai fait avec Baptiste Caramio qui s'appelle Explorer of Unknown Planets, Practices and Politics of Artificial Intelligence in Visual Art. Et l'objectif de ce papier-là, c'était de comprendre comment l'IA générative impactait les pratiques créatives des artistes visuels et de ces artistes qui s'appellent AI artists. Donc, comment est-ce que ils évoluent dans le milieu de l'art et comment est-ce qu'ils intègrent cette technologie-là dans leur processus créatif, comment est-ce qu'ils pensent avec, perçoivent avec et l'utilisent au quotidien comme un artiste utilise un outil finalement. Donc, nous avons mené des séries d'entretiens supervisés avec 5 artistes de renommée mondiale qui ont une longue expérience de l'apprentissage automatique, Memo Akten, Jake Elwes, Mario Kingelman, Kyle MacDonald et Anna Riedler. Et donc, les choses qu'on a discutées avec eux, c'était comment ils définissaient la notion d'IA, les esthétiques qui en sortaient, les workflows qu'ils développaient. Ah, j'ai oublié Anna Riedler, pardon. Comment la question de la compréhension des modèles, authorship, donc quelle est leur notion quelle est la perception de l'auteur par rapport à la relation à l'œuvre qu'il a créée, et des questions aussi de gouvernance, etc. Et pour être assez concise, je vais parler de l'ensemble des résultats. On a pu ressortir deux thèmes principaux. Un thème sur vraiment la centralité de ce qu'ils font, du processus concret de ce qu'ils font avec ces modèles-là, et un thème sur leur positionnement éthique et politique par rapport à ces technologies-là. Donc, gardez en tête que dans le temps, il n'y a pas si longtemps, c'était donc des outils de type GAN qu'ils manipulaient entièrement. Donc, leur processus consistait à aller sur un GitHub, récupérer du code, bidouiller du code dans leur cave et récupérer des grosses bases de données qu'ils mettaient ensemble, un peu pareil en système D, ou qui émanaient de leur propre pratique photographique ou de peinture, etc. Ils entraînaient les modèles et puis, par des systèmes ad hoc, ils décidaient quand le modèle avait sorti quelque chose qui était artistiquement intéressant ou pas. Et donc, ils avaient la main entièrement sur ces systèmes-là et même sur les algorithmes en question, puisque vraiment, ils étaient en train de coder finalement. Dans ces interviews-là, il y avait un aspect d'artisanat, en fait, qui ressortait, de crafting de models, qui était au centre de leur travail artistique et au centre de leur sentiment de authorship. C'était la possibilité de pouvoir modifier du code ou modifier les énormes bases de données, qui n'étaient pas si énormes que ça, sur lesquelles l'apprentissage avait lieu. Donc ça, c'était vraiment central à leur processus. Et considérer que ça, c'était comme leur matériau qu'ils manipulaient en tant qu'artiste, comme n'importe quel artiste manipule un matériau donné. Ils ont parlé aussi de la façon dont ils travaillaient avec les surprises, parce que même s'ils avaient la main entière sur l'algorithme et sur les modèles, il y avait une sorte quand même d'opacité sur le output ou le résultat de ces modèles-là. Et donc, ils travaillaient avec cette sérendipité ou cette surprise-là. Ils parlaient aussi de compétences incorporées qu'ils développaient par rapport à ces modèles-là, où ils sentaient que ça fonctionne pas, c'est le outcome qu'ils peuvent. Et donc, en discutant avec eux, on a complètement compris qu'il ne s'agissait absolument pas de permettre à quiconque de dessiner sans effort comme Van Gogh, qu'il y avait vraiment un skill ou une capacité qu'ils avaient développée avec, comme je disais, des processus ad hoc de débugage, de travailler avec la surprise, de développer des esthétiques à travers le code qui leur étaient propres à chacun des artistes.
On a également parlé avec eux sur ce que travailler avec l'IA impliquait d'un point de vue de leur position éthique et politique et sur la relation qu'ils entretenaient avec la culture ou les cultures de l'IA qui commençaient à émerger déjà et les grosses entreprises qui s'en emparaient. Et donc, en est sorti pas mal de résultats par rapport aux sentiments très ambigus sur les discours de l'IA actuels, les dynamiques autour de la recherche en IA, la question de leur rôle en tant qu'artiste dans ces discours-là. Donc, pour illustrer le craft, par exemple, où tous les processus et même la manipulation des matériaux qui est en place dans ce type de processus. Je vais donner un exemple de Myriad de Anna Riedler, où ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait la curation d'un nombre incroyable de tulipes de toutes les formes et de toutes les couleurs, qu'elle a entraîné ensuite sur un GAN, donc, et elle a généré encore plus de tulipes de toutes les sortes, les couleurs, les dispositions, les ouvertures, etc. Et puis ensuite, elle a fait l'œuvre d'art apparaît comme une archive mêlant et les données d'apprentissage et les données de génération, avec une approche curatoriale, en fait, de cette base de données qu'elle présentait et qu'elle a annotée d'ailleurs aux participants ou au public. Et elle parle de ce processus-là comme un processus vraiment de craft. Donc elle dit en anglais, I actually think there is a lot of parallel between craft and art and between data and models. I think there are a couple of things, like the relationship between craft, which is anonymous and less well regarded, its repetitive nature, and art. And when you see the data sets, they are anonymous and nobody talks about them. They're out there and people are just using them. Et donc, toute la pièce, c'est un peu une critique de la façon dont on ignore ou on néglige la notion de dataset en IA. Mario Kingelman, dont les productions en fait ressemblent un petit peu à Francis Bacon, parle justement de son utilisation de l'accident et de l'erreur. Il dit, it reminds me of Francis Bacon. In fact, now I feel closer to him. He looks for accidents and that's exactly the point. Donc vraiment pour lui, il y a son challenge dans son processus, c'est d'arriver à un moment où il ne prévoit pas quelque chose et puis le modèle l'amène dans cette direction-là. Kyle MacDonald, dans cette interview, parle vraiment de l'IA et comment est-ce que l'idée de l'IA n'est pas neutre et la façon dont le monde universitaire la désigne et la façon dont lui se positionne par rapport à cette idée-là. Je vais passer parce que j'ai pas mal d'autres choses à présenter. En résumé, ce que l'autre papier a montré, c'est comment les artistes utilisent les qualités en fait, de ces modèles-là, comme l'incertitude ou l'imprévisibilité, comme des matériaux de conception, comme des matériaux de création dans leur processus créatif qui est beaucoup plus élaboré qu'on ne le pense. Deuxièmement, il y a des tensions qui naissent du fait d'accepter l'opacité de ces algorithmes-là ou de leur résister. Et elles sont tangibles et vacillent entre le désir d'avoir du contrôle sur le résultat et le travail et de travailler avec ces surprises. Et troisièmement, on a réalisé que tous les artistes adoptent une position politique très critique par rapport à ces technologies-là, qui soulignent qu'elles ne sont pas neutres et ils veulent mettre l'accent sur leur propre positionnement et l'impact culturel et sociétal des technologies, même au sein de leurs œuvres. Ok. Donc, pour ce qui est de la photographie documentaire ou photojournalisme, on a des enjeux un tout petit peu différents ou des défis un tout petit peu différents qui sont liés à la nécessité d'être porteur d'une certaine vérité avec des images qui représentent une réalité donnée, d'un contexte donné.
le rôle de l'IA générative là-dedans est un peu incertain, puisque, par exemple, les organismes de presse s'inquiètent du risque de malformation et des implications sur les droits d'auteur. Il y a aussi une inquiétude de la part des artistes sur la part de créativité et d'expression qu'ils peuvent avoir avec ces outils-là. Je voulais pas donner des exemples qui commencent à apparaître là dans le milieu de l'art, par exemple de ces deux initiatives-là qui sont vraiment intéressantes. Synthetic Memories travaille avec différentes communautés du monde entier et fait ressurgir en fait des reconstitutions ou fait des reconstitutions visuelles à partir d'interviews, de mémoires de victimes ou d'individus de certaines communautés. C'est donc un peu des reconstitutions à partir de l'IA d'interviews de personnes qui n'ont pas les capacités nécessairement ou qui n'ont pas manifesté en fait ces mémoires-là en images. De manière assez similaire, Exhibit IA fait à peu près la même chose, sauf que c'est dans un contexte beaucoup plus grave, on va dire. Dans Exhibit IA, ils ont mené des centaines d'entretiens avec des réfugiés et ils documentent les atrocités que ces réfugiés ont subies en détention. Et ils utilisent les IA génératives pour faire une sorte d'archive visuelle de l'expérience de ces réfugiés-là. Donc, ce type de projet fascine et en même temps pose des questions vraiment d'ordre éthique, mais aussi d'ordre esthétique. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment? Est-ce qu'on peut réellement se dire que ce qui est vu est ce qui a été vécu? C'est le type de questions qu'on s'est posé là. Et donc, d'une façon très, très similaire, on a interviewé des praticiens de photojournalisme pour savoir un peu comment ils percevaient les risques et les opportunités de l'IA générative, et surtout ceux qui travaillent avec du storytelling, avec des communautés données. Donc les premières choses que ces photographes nous ont données, c'était que d'abord, et au-delà de l'utilisation de l'IA, qu'il y avait déjà des questionnements dans le domaine sur qui a le droit de dire ces histoires-là, quand c'est des pratiques communautaires, typiquement quand ce n'est pas ton expérience à toi. Et donc, ils adoptent déjà une sorte de pratique qu'ils appellent décoloniale, où ils assument des nouveaux rôles. Au lieu de dire à la place des gens, au lieu de dire à la place des communautés, ils deviennent plutôt facilitateurs pour que les communautés puissent s'exprimer par eux-mêmes à travers des médiums divers. Ils nous ont parlé de comment collaborer avec les communautés requiert de céder en fait le contrôle sur le contrôle de l'outil finalement, pour leur permettre d'avoir un peu plus d'agencivité dans la façon de dire leurs propres histoires. Ensuite, ils ont parlé des tensions qu'ils voient dans l'utilisation de l'IA générative, parce que pour eux, ça reste au niveau de juste transmettre une information, et c'est décorrélé de l'expérience ou de l'émotion humaine qui lui a donné lieu. Donc, ils parlent de ces images-là comme étant superficielles par rapport à l'expérience humaine et dépourvues d'émotion. Le troisième résultat qu'on a vu, c'était la tension qu'il y avait et qui était spécifique à ce domaine-là, puisque c'est un domaine qui est lié au journalisme et donc à un souci de refléter une vérité ou une réalité. Et donc pour eux, les images génératives manquaient d'intégrité. Elles peuvent éroder la confiance dans les récits du photojournalisme et dans les institutions qui le produisent. Elles sont aussi perçues par eux comme décontextualisées, car elles ne sont pas ancrées dans une réalité vécue. Et eux se voient quand même comme les garants de cette certitude-là ou de cette intégrité-là. Donc, d'où leur hésitation à utiliser des images génératives ou des images générées. Donc, on a quelques implications pour le design, en tout cas dans le domaine concret du photojournalisme, notamment sur la question de l'agencivité que ces modèles peuvent donner
dans ce contexte-là en particulier. On a parlé aussi de la possibilité d'autonomiser les communautés tout en faisant attention à la fausse représentation de leur réalité et de leurs expériences. Et on a trouvé comme implication l'importance de promouvoir la maîtrise de l'IA dans la pratique de la photographie et en particulier de la photographie documentaire. Donc ça, c'est aussi un article qui apparaît là dans les proceedings de CAI 2025 et qui va être présenté par donc, mon doctorant Lenny Martinez à Tokyo dans pas très longtemps. Alors, enfin, le troisième case study, je vais essayer d'être très très brève, même s'il y a plein de choses à dire. Et là, ce qui est intéressant dans ce case study, c'est que je peux en parler vraiment de l'intérieur, puisque moi-même, je développe et j'essaie d'utiliser ces IA génératives pour le mouvement dans ma propre pratique de danse. Donc, la première étude, c'est à travers le travail de thèse d'un de mes doctorants, Léo Chédin, qui est supervisé par moi-même et par Jules Françoise. Et donc, avec Léo, on est en train de développer un modèle de génération de mouvements à partir de données de motion capture et une interface ou un système interactif qui permet aux danseurs de manipuler et les données en entrée et les données en sortie. Donc ça, c'est vraiment dans l'objectif de contrer un peu les risques finalement de l'IA, de ramener plus de transparence par rapport aux praticiens et de leur permettre de manipuler leurs propres données et d'avoir plus d'agencivité par rapport aux sorties de ces modèles-là. On l'appelait Corail comme Choreographic AI. Et pour l'instant, on a développé le modèle avec une méthode plutôt centrée utilisateur. On a collaboré avec des danseurs de voguing et de dancehall pour comprendre déjà leur pratique. Ensuite, on a fait toute une séance de motion capture avec eux, on a récupéré pas mal de données et on a commencé à entraîner un modèle d'IA pour la génération de mouvements. On a ensuite organisé tout un tas de séances d'exploration avec eux pour voir comment le modèle répondait aux danseurs et qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire avec le modèle et surtout si l'interface était d'une certaine façon compréhensible pour des non-informaticiens. L'interface étant très très simple, c'est une interface où on peut entrer des données d'entraînement, les visualiser et ensuite générer une suite possible aux données qu'on a entrées à partir d'une certaine frame et voir le résultat de ça, puis de moduler avec des paramètres simples de température, etc. On a fait plusieurs itérations avec les danseurs pour revenir un peu en même temps sur le modèle de génération et itérer dessus, et en même temps sur l'interface de Corail. Ah, ce que j'ai oublié de dire, c'était que ce modèle était basé sur l'état de l'art actuel en danse qui s'appelle Corenen. C'est la référence là, et puis que l'interface a été développée à travers, en utilisant Marcel, qui est une interface qui permet de développer, qui est une interface open source qui permet de la programmation d'applications interactives de machine learning et d'apprentissage automatique diverses. Voilà, donc c'est un travail en cours, on est en train d'écrire le papier, on a fait tout un tas d'expérimentations dessus, autant sur les aspects d'appropriation de ces modèles-là par des danseurs ou de la collaboration qui permet d'itérer sur des modèles génératifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça donne des alternatives en fait, aux modèles actuels de systèmes profonds qui sont très très opaques, qui permettent aussi d'avoir des modèles assez ouverts et manipulables par les praticiens eux-mêmes. Alors, j'arrive au bout du bout. Je voulais parler d'une dernière pièce que j'ai faite qui s'appelle For Patricia et qui est aussi une pièce où j'utilise de l'IA, mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'IA pour générer des mouvements, mais c'est de l'IA pour structurer des mouvements que j'avais déjà chorégraphiés moi-même.
Et l'idée derrière cette pièce, c'était d'utiliser une sorte de shuffler comme un système de dés qui comprend les données chorégraphiques et qui les restructure en fonction de certaines logiques et qui nous donne des instructions de comment danser sur scène, un peu comme si on était des puppets de l'IA sur scène. Et donc tout l'enjeu de la pièce, c'était d'être chorégraphié d'une certaine manière par une IA ou structuré par une IA en temps réel. Ça va me permettre de boire un peu d'eau pendant que... Et donc ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un écran ici qui nous dit quelle séquence de danse faire et quelle séquence de musique faire également. Et derrière, c'est les partitions qui correspondent à ce qu'on est en train de faire sur scène. Bon, je vais pas finir. Donc, ce qui s'est passé dans cette pièce, c'était que c'était un projet de recherche-création. On est allé en résidence pendant 1 mois et demi à Bucarest, en Roumanie, pour créer la pièce et aussi pour tester tout un tas de systèmes ou d'IA qui pouvaient faire l'idée qu'on avait à la base. On ne voulait pas générer les mouvements par le système, on voulait que le système soit, encore une fois, comme un dé hyper élaboré. Et donc, on a travaillé sur l'ensemble de ces processus en parallèle. Ça a aidé aussi que le pianiste était mon postdoc et que le batteur était mon doctorant et que donc il comprenait en même temps les processus créatifs et aussi on a pu développer le truc tous ensemble tout en créant la pièce. On est passé par énormément d'étapes, beaucoup de doutes, des systèmes qu'on a essayés, qu'on a laissé tomber, de la reconnaissance de gestes, pas de reconnaissance de gestes, etc. Et après énormément d'itérations, on s'est arrêté sur Daisy, qui est un package pour MaxMSP qui implémente des espèces d'agents interactifs pour générer des séquences musicales. Et en fait, c'est utilisé pour la composition musicale, mais c'est utilisé aussi pour la conception d'agents autonomes pour l'improvisation sur scène. Et donc, Daisy se base sur deux ensembles de données. Un ensemble qui entraîne Daisy, et donc Daisy comprend le style ou la logique de ces données-là. Et puis, on lui donne un autre ensemble de données qui va pouvoir, d'une certaine manière, jouer dessus avec tout un tas de scénarios, avec des heuristiques données qu'on peut déterminer pour recréer au style de ce qu'il a appris. Et donc, on est tombé de manière, d'une certaine manière, sur tout un tas de données de Trisha Brown. La pièce s'appelle For Patricia parce que c'était vraiment un hommage à Trisha Brown. On a eu l'opportunité de récupérer énormément de données d'archives de la compagnie de Trisha Brown à New York et on a travaillé à récupérer le squelette à partir des vidéos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. On a fait la même chose pour ce que moi je chorégraphiais. Et donc ça, c'était les deux données de base qu'on donnait à Daisy. On donnait Trisha Brown en entrée et Sarah en sortie. Et puis, il restructurait Sarah en fonction de comment il avait compris, d'une certaine manière, Trisha Brown. C'était comme ça que la pièce
était créé et puis on avait simplement un moniteur sur scène qui restructurait ça et qui nous disait comment le faire, avec quelle qualité, quelle temporalité, etc. Puis on s'entraînait à répondre à ça en temps réel. Donc ça a eu lieu au sein de une résidence qui s'appelle Modina, qui avait vraiment comme objectif de promouvoir l'utilisation de l'IA dans la danse et dans la performance. C'est un projet européen. Et au sein de Modina, j'ai fait une étude pareille avec les collaborateurs pour comprendre comment est-ce que ça a eu lieu et comprendre comment moi et les autres artistes qui étaient en résidence dans ce contexte-là, on s'accaparait ces IA-là, qu'est-ce qu'on faisait avec et quel type d'attitude on avait développé au sein de nos projets. Donc, je vous passe les détails. Encore une fois, on s'est soit auto-interviewé, soit interviewé les autres artistes. Et on a trouvé énormément de similarités, je vais finir dans une minute, énormément de similarités avec les autres études par rapport à la façon dont on s'appropriait les outils. Ici, les artistes et moi-même, on avait beaucoup insisté sur la nécessité de prioriser quand même la sortie, enfin, le résultat artistique par rapport à la nouveauté technologique. Aucun des artistes ne donnait d'importance à l'IA en tant qu'objet culturel. En fait, ce qui importait, c'était vraiment ce qu'on arrivait à faire avec sur scène. Il y a eu beaucoup de retours sur les interviews, sur la façon dont ces IA-là nous sortaient de nos capacités corporelles ou de nos sensations corporelles, chose qui était vraiment importante dans la création en danse, et que ça a amené tout à un niveau plutôt cognitif de raisonnement, etc. Donc il y avait tout un challenge à faire, un peu ce split entre la tête et le corps. Il y avait aussi pas mal de limitations techniques auxquelles on a tous dû faire face. Donc, on est vraiment loin de cet idéal de l'IA à portée de tout le monde ou qui démocratise en fait la création pour que tout le monde danse comme, je sais pas, Trisha Brown. Il y avait aussi tout un tas de problématiques autour de la confiance, de l'opacité des modèles et surtout des problèmes de pouvoir qui comprenaient ces modèles-là et arrivaient à les changer et qui subissaient tout simplement. Et donc là, il y avait vraiment des enjeux de pouvoir qui étaient liés à l'opacité et tout simplement la literacy, computational literacy. Voilà, donc là-dessus, je pense que de tous ces projets-là, on peut dire qu'on a vu vraiment des enjeux liés à l'agencivité qui était donnée par rapport à ces modèles-là, à la capacité à ces modèles de s'intégrer dans des pratiques données, et notamment dans les pratiques incorporées, et à la façon dont se matérialisent les problèmes éthiques et de responsabilité, et puis à la façon dont l'opacité des processus générer des enjeux à travers la pratique artistique. Voilà, je vais m'arrêter là. J'essaie de tout condenser en une demi-heure. J'espère que vous avez pu suivre. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un a une question? C'est pas trop long. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant, c'est impressionnant. Alors, question tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il y avait un moniteur sur scène quand vous retranscrivez, enfin vous faites le projet Patricia. Oui, c'est ça. Alors, du coup, j'aimerais savoir jusqu'où ça va cette agencivité. Le moniteur, c'est quoi? C'est un écran? Oui, c'est juste un écran. C'est un écran et il y a un algorithme derrière qui a déjà été pré-entraîné et qui joue une séquence, enfin, ou une restructuration du matériau chorégraphique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a différentes données de Trisha Brown. Pour chaque spectacle qu'on jouait, on donnait en entrée à l'algorithme une nouvelle pièce. Et puis, il apprenait la pièce et il regardait toutes les données qu'il avait de mon matériel chorégraphique à moi. Et il refaisait une restructuration. Et puis,
on appuyait sur play quand on rentrait sur scène et puis il nous disait dans quel ordre jouer, avec quelle qualité, comment déployer en fait la pièce. C'est comme si c'était un shuffler très 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 élaboré et qui était déterminé par des données archivistiques de Trisha Brown. Mais alors justement, dans la pratique, est-ce que ça fonctionne? Parce que là, vous parlez de langage écrit, apparemment, et bah, dans la pratique artistique, sur scène, enfin, moi je fais du théâtre, mais la danse, j'imagine que c'est pareil, il faut aller très très vite pour donner les instructions, être super efficace. Oui, alors si c'est... on doit lire, Ouais, non, c'était pas des textes, on avait appelé des séquences ABC, A reverse, B reverse, etc. Ce que vous voyez derrière, c'était la version partition que les spectateurs pouvaient voir et qui cognitivement était encore très très difficile pour nous à absorber et à danser parce qu'il fallait regarder l'écran et en moins d'une seconde, il fallait savoir ce qu'on allait danser ou ce que les musiciens allaient faire, et en gardant une notion de continuité en fait sur l'ensemble de la pièce, qui était vraiment cognitivement très 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 demandant. Et donc on a juste donné des noms les plus simples possibles à chaque séquence. On a donné des codes couleurs aussi qu'on pouvait comprendre sur scène. On a appelé aussi, enfin on avait tout un système de codes qu'on arrivait à déchiffrer très très rapidement en regardant l'écran avec un mini regard de l'épaule et sans... Voilà. Mais effectivement, au bout d'1 heure de spectacle, on avait la tête qui fumait, parce que, plus que le corps, parce que c'était beaucoup d'informations à déchiffrer euh, pour, euh, pour faire ce que l'IA nous disait de faire en temps réel. Merci beaucoup. Merci ça. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas plus tard. Il y aura la table ronde à les reposer. C'est l'occasion. On va enchaîner avec quelqu'un en ligne. Samia, est-ce que vous êtes là? Ok. Je vais essayer de vous projeter. Ouais, c'est bon. Je vais juste essayer de vous projeter. Oui, là, je sais pas si vous m'entendez. Ok, très bien. Merci. Je suis Samia Gamoura, je suis enseignant-chercheur à l'EM de Strasbourg, qui fait partie de l'Université de Strasbourg. Je vous présente aujourd'hui mes travaux en IA explicable, appelés également PSI, comme Explainable AI. Je ne vais pas l'aborder d'une manière approfondie, mais juste les fondements et les applications potentielles de ce nouveau domaine, ou je dirais cette nouvelle génération de modèles d'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer d'aborder les concepts clés et sur quoi se repose ce type de modèle, la recherche en XI, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et comme je l'ai dit, donc certaines applications qui peuvent être intéressées par cette génération d'intelligence artificielle explicable. Alors, moi,